Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. L'an dernier, la Caisse de dépôt et de placement nous présentait son projet de train électrique, le REM, le Réseau électrique métropolitain. Après l'enthousiasme de l'annonce, il y a eu au courant des derniers mois des prises de position, disons peut-être plus mitigées, voire même critiques sur le projet. La semaine dernière, le Bureau d'audience publique en environnement a complété ses audiences sur la question où on a pu y entendre, entre autres, le Conseil régional de l'environnement. Alors, pour nous présenter leur position sur le sujet, nous recevons Félix Gravel. Il est responsable des campagnes Transport, gaz à effet de serre et aménagement du territoire pour le CRE de Montréal. Monsieur Gravel, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Bulletin. Merci. Alors, dans les grandes lignes, le mémoire que vous avez présenté au BAP, quel était son contenu? Quelle est la position du Conseil régional d'environnement sur le projet de REM? Alors, tout d'abord, commencer à expliquer notre position qui s'est construite avec d'autres groupes. On est un organisme de concertation en environnement, donc on essaye d'abord d'avoir le pouls des acteurs montréalais. Héritage Montréal était là, Équiterre était là, Vivre en Ville était là, la Fondation David Suzuki. Donc, on a d'abord rassemblé l'ensemble des idées pour essayer de se faire une opinion de ce projet. Et c'est le consensus, dans le fond, de tous ces organismes-là que vous êtes venus présenter au BAP? Consensus, certainement sur plusieurs aspects, avec forcément la vision et l'expertise du CRE ajoutée qu'on a par exemple en termes de stationnement plus durable et de cadre bâti. Mais en effet, c'est une position concertée. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les documents déposés par la Caisse de dépôt et placement. Là, c'était des milliers et des milliers de pages. Et on a essayé finalement d'éclairer les zones d'ombre, de poser les bonnes questions pour que le projet soit le meilleur possible. Et quelles sont ces zones d'ombre-là? Eh bien, je dirais que c'est tout d'abord celui de la connexion avec le métro, l'interconnexion, qui est fondamentale pour aller à ce que les Montréalais aient accès au REM où qu'ils soient sur l'île. Parce que présentement, de la façon que le projet est conçu et proposé par la Caisse de dépôt, il n'y a aucune interconnexion directe avec le métro. Alors, il y en a, mais elles ne sont pas assez nombreuses. Nous, ce qu'on propose d'ajouter, c'est tout d'abord les gares qui avaient été identifiées comme potentielles par la Caisse de dépôt et placement. C'était celle de McGill et d'Édouard-Montpetit, avec l'Université de Montréal, qui c'est fondamental d'avoir cette connexion-là. Bien que l'interconnexion avec, entre autres, le métro Bonaventure, au centre-ville, c'est une distance de marche quand même importante depuis les quais de métro. Tout à fait. On considère qu'après 800 mètres, là, les gens, c'est pas suffisant là, pour capter d'autres populations. Donc, en effet, c'est important d'être interconnecté. Il y a le quartier, tout le sud-ouest, Griffintown aussi, qu'on aimerait voir connecté. Et puis, enfin, dans Saint-Laurent, l'arrondissement Saint-Laurent, on pense qu'il y a une occasion incroyable avec le secteur Bois-Franc, qui va être en développement immobilier, qui a déjà une gare de train de banlieue pour faire un pôle intermodal à cet endroit. D'accord. Est-ce que vous critiquez aussi le choix des différents tracés? On le rappelle pour nos téléspectateurs qui ont peut-être moins suivi le dossier. Il y a 4 tracés, dans le fond, pour le REM, à partir de la gare centrale. Un vers Brossard, un autre qui suit la ligne actuelle de train de banlieue vers Deux-Montagnes, une desserte de l'aéroport à Dorval et aussi une ligne qui va suivre l'emprise de l'autoroute 40 jusqu'à Sainte-Anne-de-Bellevue. Tout à fait. Est-ce que vous remettez en question le choix de ces tracés-là? Bien, tout d'abord, nous, on a été très surpris dans le sens que la ligne de montagne est relativement récente. Elle n'apparaissait dans aucun projet de reconversion. Il y avait eu une restauration ou une rénovation importante, je crois, dans les années 90. Exactement, majeure, et puis qui font leur succès. Ils prévoient même ajouter des trains 2 étages qui augmenteraient cette capacité. Donc ça, on ne l'a pas vu venir, la ligne de montagne. Puis on se demande si ce n'est pas aussi aller chercher une des lignes les plus rentables du réseau montréalais. Donc on va dire que c'est un surshot pour la Caisse de dépôt et placement. Est-ce que c'est bénéficiable aux Montréalais dans l'ensemble? Ça, c'est une question qu'on se pose. Et est-ce que c'est possible, en tout cas, c'est ce que certains laissaient entendre, que le transfert donc, de la ligne de Deux-Montagnes vers le projet de REM risque d'affaiblir ou, disons, d'augmenter le déficit d'opération du réseau de train de banlieue de Montréal aussi? Alors oui, principalement la ligne du train de l'Est, la ligne Mascouche, qui, elle, ne peut plus finalement emprunter le tunnel sous la montagne qui deviendrait
un actif de la Caisse de dépôt et placement. Là. Donc là, on vient de construire c'est le dernier projet de transport collectif réalisé à Montréal. Donc, le tunnel sous le Mont-Royal ne pourrait pas être utilisé par autre chose que le REM? Bien, pour l'instant, dans le projet tel qu'il est conçu. Pour l'instant, c'est ce qu'il y a sur la table. OK. Puis là, nous, donc, ça veut dire que, par exemple, des trains de Via Rail vers Québec, par exemple, ou vers d'autres destinations ne pourraient pas emprunter non plus. Bien, c'est ça qu'on pose comme question. Puis on se dit, est-ce que ça, c'est pas un patrimoine collectif, le tunnel sous la montagne? Parce que oui, l'AMT l'a acheté à 500 millions il y a quelques années, mais combien ça coûterait construire un tunnel sous la montagne aujourd'hui? Certainement plus d'1 milliard. Donc, est-ce que collectivement, on peut se permettre de se départir de ça? Est-ce que la Caisse de dépôt et placement pourrait le revendre à un autre privé ou même à un autre État pour assurer la rentabilité de son projet? Donc, c'est les garanties collectives qu'on demande. Là, on a un acteur privé, une espèce... Un promoteur qui, oui... qui est une filiale de la Caisse de dépôt. Oui, voilà. Donc, c'est quand même l'argent de nos retraites, mais reste que leur intérêt est pécunier, la rentabilité. Et dans cette rentabilité-là, nous, on veut des garanties collectives parce qu'on parle d'un projet de transport collectif avec des biens publics et un montage très complexe sur comment on va assurer la pérennité, oui, pour ce promoteur privé, mais aussi pour collectivement que ça soit rentable, que ça soit un projet qui réussisse. Et vous vous inquiétez aussi de toutes les questions environnementales, entre autres, en ce qui a trait à certaines zones agricoles qui pourraient être touchées par ce projet-là. Tout à fait. Alors, à chaque fois qu'on a un grand projet, on voit le territoire agricole être ciblé par ces projets parce que c'est les terres que, lorsqu'on reconvertit pour le développement, ont le plus de potentiel d'inflation. Les terres, évidemment, vont prendre de la valeur lorsqu'on doit les consacrer à l'agriculture ou qu'on peut en faire des projets immobiliers. Évidemment, ce n'est pas la même valeur. Lorsqu'on regarde la rive sud, actuellement, le projet va de l'autre côté de l'intersection de l'autoroute 10 puis de l'autoroute 30. On passe la frontière qui avait été finalement, le périmètre d'urbanisation s'arrête à cette autoroute et c'était le compromis qu'on a réussi à faire en termes de développement et de protection des terres agricoles, c'est de dire on ne dépasse pas cette limite. On a assez perdu de terres agricoles, surtout les meilleures qui sont autour de l'île. Ça, il faut protéger ça. Donc, on espère que le projet va être modifié pour protéger les meilleures terres agricoles, mais qu'il verra le jour tout de même. Et il nous reste 30 secondes. Votre organisme a mentionné aussi que c'était regrettable qu'on ne sente pas qu'il y ait peut-être un plan d'ensemble ou une stratégie plus globale pour le transport en commun à Montréal. Et voilà, c'est le grand absent. On parle d'un projet, on ne sait pas dans quel cadre il s'inscrit vraiment. Le gouvernement du Québec ne semble pas avoir de vision transport. On remplace les ministres les uns après les autres. On en est à 3 en un an. Et le nouveau en poste, le 4e, est maintenant tout de suite mêlé à des affaires d'éthique. Et là, on se dit, nous, on est tanné d'entendre parler d'éthique puis d'Uber. On a envie de savoir c'est quoi le plan pour le transport au Québec. Fait qu'on ne sait pas s'il va y avoir la ligne bleue. On ne sait pas quel est le plan d'investissement dans le transport collectif global. On ne sait pas comment ça va participer à nos efforts climatiques et à la réduction des GES. Donc, on nous répond, on va gérer les projets au cas par cas. Ça veut dire une vision à la pièce. Puis ça, en général, ça produit des échecs. On aura certainement la chance d'en reparler parce qu'il y aura encore, j'ai l'impression, encore plusieurs développements à venir dans ce dossier-là avant une inauguration prévue en théorie en 2020. Félix Gravel du Conseil régional de l'environnement de Montréal, merci d'avoir été là. Merci à vous.